Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi d'être devant cette audience pour parler de cette question très importante. Et je voudrais sans passer remercier le président de la société tunisienne qui a quand même eu un gros travail à abattre pour nous mettre tous ensemble ici. Et c'est aussi très compliqué pour moi de prendre la parole devant deux grands maîtres, deux grands orateurs, deux grands expérimentés de la gynécologie obstétrique, des gens qui nous ont aussi appris à aimer cette spécialité-là. Alors, c'est aussi compliqué de parler d'une pathologie qui est vraiment là depuis plus d'un siècle en train de poser des problèmes aux obstétriciens. Et c'est à partir de ces complications que toute la recherche a été faite pour arriver encore aux facteurs de risque, en témoigne la littérature. Et c'est tellement important que depuis le 19e siècle, le 20e siècle, la consultation prénatale à ses origines s'est focalisée sur cette pathologie, eu égard à son influence sur la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale. Les pays africains, comme on le sait, ont des indicateurs qui ne sont pas à hauteur de souhait par rapport à cette question-là. Et la fréquence élevée de l'éclampsie, dans toutes les séries qui sont reportées dans la littérature, témoigne du recours tardif aux soins par rapport à cette question dont la prévention ou la prise en charge au stade de début est la clé pour espérer un meilleur pronostic. Et ce diagnostic est cependant bien codifié. Bien sûr, classiquement définie comme une hypertension de novo avec une protéinurie significative sur une grossesse d'au moins 20 semaines d'aménorrhée, a vu son évolution marquée par l'élimination de cette protéinurie-là, puisque son apparition parfois peut se faire très tardivement et la maladie est déjà à un stade très avancé. Cependant, elle a un intérêt pronostic, quand bien même discuté, qui fait que son monitorage doit être toujours de rigueur. Alors, sur le plan diagnostique, il faut faire attention également aux formes atypiques, parce que le HELP syndrome, qui est une des complications de la prééclampsie, peut se voir dans des formes non complètes, et pourtant c'est une complication qu'il faut rechercher et prendre en charge parce que son pronostic va entacher la prise en charge. La prééclampsie connaît plusieurs types de classification. Actuellement, on la divise en prééclampsie précoce et prééclampsie tardive. Nous la prenons tardive à partir de 34 semaines d'aménorrhée et avant 34 semaines d'aménorrhée, c'est une prééclampsie précoce. Il y a plusieurs cut-offs, mais de plus en plus dans la littérature, le cut-off de 34 semaines est le plus utilisé. Elle est aussi classée selon le degré de sévérité et de plus en plus, on parle de prééclampsie avec critères de sévérité et de prééclampsie sans critères de sévérité. Ces critères de sévérité ont longtemps été mis à jour par le Collège américain. On disait au début qu'il fallait 2 critères et actuellement, de plus en plus, on dit un seul des critères présents doit faire diagnostiquer la prééclampsie comme sévère. Et dans cette situation, commence le dilemme de l'obstétricien. Surtout, la conduite à tenir en fonction du terme quand l'affection survient précocement et que réserver aux produits de conception. Faut-il extraire ou temporiser? Une conduite va influencer cela, une situation va influencer cela, c'est lorsque la prééclampsie est diagnostiquée au stade de complication. La place de l'attitude conservatrice a été de plus en plus étayée eu égard à ces 2 essais randomisés. En 90, Odandal, qui a fait un essai randomisé sur 58 patientes avec prééclampsie sévère entre 28 et 34 semaines d'aménorrhée, il a randomisé les 2 groupes et il a démontré qu'il y avait une diminution des complications néonatales lorsqu'on arrivait à temporiser. Et ces résultats ont été confirmés par l'étude de Sibaï. Dans cette situation, l'attitude conservatrice est contre-indiquée. Chaque fois que chez la mère, il y a une éclampsie, une HTA sévère qui n'est pas contrôlée, un œdème aigu du poumon, l'hématome rétroplacentaire, etc. Et chez le fœtus, un terme supérieur à 34 semaines d'aménorrhée avec la maturation pulmonaire qui est théoriquement ici, un rythme cardiaque pathologique, un retard de croissance sévère, un oligoamnios sévère.
Voici des situations dans lesquelles il ne faut pas faire l'attitude conservatrice et on peut espérer gagner quelques jours. Alors, lorsqu'on décide de l'attitude conservatrice, classiquement, voici ce qu'il y a: les traitements antihypertenseurs, la corticothérapie, le remplissage vasculaire, la maîtrise des convulsions par le sulfate de magnésium, et bien sûr, cette attitude conservatrice va nécessiter une surveillance maternelle et fœtus très accrue pour prendre les décisions au moment opportun. Alors, quelques problèmes. Le traitement de l'hypertension artérielle sévère doit être immédiat. On parle d'hypertension artérielle sévère quand la systolique est supérieure ou égale à 160 mm de mercure et la diastolique 110. Et pour cause, sur un travail sur 28 patientes avec hypertension artérielle et survenue d'accident vasculaire cérébral, 27 des 28 avaient une tension artérielle systolique qui était supérieure ou égale à 160 mm de mercure et 13% avaient une diastolique supérieure à 110 mm de mercure. Donc, le traitement doit être immédiat et efficace. Et l'objectif, c'est de maintenir une tension systolique qui est inférieure à 160 mm de mercure et la diastolique inférieure à 110, mais supérieure à 90, parce qu'il ne faut pas normaliser la tension artérielle dans ce contexte. C'est une HTA qui est réactionnelle et qui protège la maman. Les médicaments qui ont été utilisés par rapport à cette hypertension artérielle sont là, mais dans nos pays, de plus en plus, l'avantage est accordé à la nifedipine, surtout dans sa forme orale, qui est d'utilisation plus facile et de conservation plus facile que chez nous. Alors, la corticothérapie, on n'en parle plus, c'est un arsenal thérapeutique très important pour l'obstétricien parce que cette hypertension artérielle est une source de prématurité et on connaît les problèmes que nous faisons face à cela. Ça permet d'améliorer la maturité et d'éviter la maladie des membranes hyalines. Le remplissage vasculaire auquel on a fait mention n'est plus recommandé depuis cet essai de Gansworth et qui a démontré que ça n'apporte aucun bénéfice à la patiente. Quant à la survenue des convulsions, elle mérite une attention particulière parce que sa survenue augmente le risque de décès maternel et périnatal, de même que la morbidité. Et surtout, c'est une convulsion qui peut survenir à toutes les parties de l'épisode gravido-puerpéral, en antépartum, postpartum ou postpartum. Et le médicament de choix aujourd'hui, c'est le sulfate de magnésium qui protège mieux contre la survenue des convulsions que les deux médicaments qui étaient ses concurrents en réalité. Et ce sulfate de magnésium-là, tous les effets randomisés par rapport à un placebo ont montré son effet par rapport à la diminution de la mortalité maternelle, des complications sévères, sans augmenter la morbidité périnatale lorsqu'on assure une surveillance de qualité. Et le pronostic périnatal n'est pas affecté par ça. L'effet net sur la prévention de sulfate de magnésium, de la prévention de l'éclampsie par le sulfate de magnésium est démontré. Il est bien indiqué dans la prise en charge de la pré-éclampsie sévère. Il y a un intérêt dans les pays en développement à le réaliser, surtout qu'on n'a pas besoin du monitorage de sa concentration pour pouvoir l'utiliser si la surveillance est correcte. Alors, la surveillance maternelle doit être de rigueur lors de cette prise en charge conservatrice de la pré-éclampsie sévère, avec un contrôle de la tension artérielle toutes les 4 heures ou plus, selon la sévérité, la surveillance des signes de souffrance, notamment les céphalées, les acouphènes, les myodysosties, la douleur épigastrique en bas, le signe de Saussure, etc. Et de même que la surveillance biologique qui doit être reprise toutes les 48 heures. Le fœtus ne doit pas être oublié, rythme cardiaque fœtal 2 fois par jour et échographie 2 fois par semaine, de même que les échographies de croissance toutes les 48 heures. Dans cette situation,
Chaque fois que la mère présente une hypertension non contrôlée par une bithérapie, un HELP syndrome, une insuffisance rénale, des signes neurologiques ou un œdème du poumon, on doit recourir à l'extraction. De même que les indications fœtales comme les anomalies du risque cardiaque fœtal qui auraient été diagnostiquées pendant la surveillance, l'arrêt de la croissance fœtale ou lorsque le thème est supérieur à 34 semaines d'aménorrhée, on doit également recourir à l'extraction. Et le bilan étiologique ne doit pas être omis parce que l'obstétricien a ce devoir d'envisager le futur de la santé de cette femme-là. Et les thrombophilies, on le sait bien, c'est une indication de la salicylothérapie, doivent être investiguées et beaucoup de littérature rapporte leur liaison par rapport à la prééclampsie. Bien sûr, les premières études qui ont apporté cela ont eu des contradictions, mais la recherche est encore en cours pour dire que c'est intéressant de les investiguer car ça permet de mieux prendre en charge ces femmes-là. Les séquelles à long terme également sont la panacée. On a tout le bénéfice escompté en termes de diminution du risque de prééclampsie de façon globale, de prééclampsie sévère et de retard de croissance intra-utérine. Mais sur le panel de droite, vous voyez qu'après 5 semaines, ce résultat escompté n'est pas là. D'où l'intérêt d'éduquer les femmes en leur donnant l'information nécessaire. D'autres moyens de prévention ont été rapportés, mais il n'y a pas de recommandation formelle à ce jour-là. Notre expérience en la matière, nous sommes d'un petit service de gynécologie obstétrique au centre de Bamako, qui reçoit environ 3000 accouchements par an, c'est le CHU Gabriel Touré. La première cause d'admission en obstétrique, c'est la prééclampsie, dont la fréquence varie entre 15 et 25% sur les 10 dernières années, et notamment ici entre 2003 et 2013. Les facteurs de risque que nous observons, c'est ce qui a été rapporté dans la littérature par nos prédécesseurs. Et la létalité a évolué de façon décrescendo. À Gabriel Touré, depuis 2006, nous recevons 80 à 90% de tous les cas de prééclampsie sévère et éclampsie du district de Bamako, selon l'organisation du système de santé local. Parce qu'à Bamako, c'est Gabriel Touré seulement qui assure le rôle de maternité de niveau 3, avec un service de néonatologie à côté. Les facteurs qui ont influencé le résultat en termes de décès maternel de cette prééclampsie sévère, c'est surtout le mode d'admission. L'évacuation en urgence est un facteur délétère. Ceci dénote du fait que le diagnostic a été tardif et en ce moment, on ne peut pas espérer vraiment améliorer le pronostic et explique en partie les difficultés en termes de pronostic que nous observons. La létalité au niveau périnatal se situe entre 15 et 20% de décès. Nous perdons un cinquième des fœtus. Et les facteurs qui ont influencé cela, c'est bien sûr le petit poids de naissance, le HELP syndrome et surtout la non-réalisation de la CPN, plus les complications sévères telles que l'hématome rétroplacentaire où on reçoit déjà la femme à un stade où le fœtus est mort. Alors, il va revenir à dire, par la fréquence élevée de l'éclampsie dans nos pays, que la prise en charge de la prééclampsie sévère n'est pas du tout optimale. D'où l'intérêt de voir des stratégies pour améliorer. Et en effet, nos taux actuellement sont pratiquement comparables à ceux qu'il y avait il y a un siècle dans les pays développés. Les défis à relever, c'est l'accès à la consultation prénatale, surtout en milieu rural. Le retard dans le tri, le transport et le traitement des cas, les défauts et de faisabilité et de précision des structures de soins appropriées, les voies et moyens de transport qui ne sont pas appropriés, le système de référence n'est pas encore organisé dans beaucoup de pays entre le milieu rural et le milieu urbain, et bien sûr les barrières au traitement. Il y a une insuffisance notoire en agents compétents dans le milieu rural. Il faut pouvoir diagnostiquer, savoir déjà pendant la consultation prénatale qu'une femme est à risque. Il faut que le personnel soit qualifié pour le faire. Lorsqu'on ne l'a pas, il ne faut pas espérer qu'on puisse inverser la tendance. La mauvaise répartition des agents également contribue à fortifier cela.
l'absence de politique ou de protocole ou la mauvaise utilisation des recommandations pour la pratique clinique. Dans tous les pays, nous avons des documents appropriés pour cela, mais parfois ça dort tranquillement dans les tiroirs et le personnel ne s'en sert pas du tout. Alors, dans ce cas, il n'est pas étonnant de voir ce qui se passe chez nous avec cette situation-là. Je crois que le professeur Cissé en a longuement parlé. Il y a des besoins non couverts par rapport à la simple mesure de la tension artérielle ou à l'estimation de la protéinurie au cours de la consultation prénatale. Et une proportion importante des femmes, même dans les structures de santé, ne bénéficient pas de ces avantages-là. Alors, que faut-il faire? Il faut rendre tout simplement l'environnement capacitant par la mise à disposition de matériel et de moyens pour permettre de faire changer la tendance. Voici un exemple. Dans la région de Caille, la région du Mali qui fait frontière avec le Sénégal, nous avons pris 5 districts sanitaires plus l'hôpital régional où on a formé le personnel à dépister et à diagnostiquer la pré-éclampsie, à prendre en charge et on a mis en place les médicaments. Voici sur 3 ans comment est-ce que la courbe a commencé à être infléchie. Pour dire tout simplement que quand on met les moyens, ça viendra toujours, même avec des stratégies simples. Et voilà ce qui a marché également dans les pays. La consultation prénatale a été de beaucoup par rapport à la diminution de la morbidité et de la mortalité de la prééclampsie sévère et de ses complications. D'où l'idée d'un accès universel à la consultation prénatale et à un environnement capacitant pour permettre d'espérer des lendemains meilleurs pour nos femmes. Je vous remercie.